dans ce nouveau cours de terminale sur la bipolarisation et l'émergence du tiers-monde. Dans la première partie, on a travaillé sur un monde bipolaire, justement sur vraiment le déroulement de la guerre froide. Dans cette deuxième partie, on va voir un petit peu si une troisième voie est possible entre les deux blocs. Avec comme problématique la question suivante, comment de nouveaux acteurs parviennent-ils à s'imposer dans un monde bipolaire ? Tout d'abord, on va regarder un petit peu comment on est passé de la décolonisation à la formation du tiers-monde. Après la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation s'accélère, d'abord en Asie, avec l'indépendance de l'Indochine, de l'Inde, puis sur le continent africain. Ces nouveaux États, à l'écart des deux blocs, forment ce que Alfred Sauvy a appelé en 1952 le tiers-monde, en référence aux tiers-États français. Il parle d'un tiers-monde ignoré, exploité, méprisé comme le tiers-État, qui veut lui aussi être quelque chose. Ils cherchent alors à construire leur puissance en s'appuyant sur l'anti-impérialisme et le nationalisme qui ont permis leur indépendance. Mais surtout, ils se regroupent pour affirmer leur volonté de ne plus être dominés par les puissances coloniales. Nehru pour l'Inde, Nasser pour l'Égypte et Sukarno pour l'Indonésie se retrouvent d'abord à Bandung, en Indonésie, en avril 1955. Ils y affirment leur volonté d'être indépendants et de lutter contre le colonialisme sous toutes ses formes. Ils se réunissent à nouveau à Belgrade en 1961 pour la première conférence des non-alignés. C'est à cette occasion que ces nouveaux États indépendants affirment leur volonté de trouver une troisième voie dans la guerre froide en refusant de s'aligner sur les deux blocs. Seulement, le tiers-monde est rapidement rattrapé par la réalité. Émerger sans l'appui des grandes puissances ou des anciennes puissances coloniales est très compliqué. Ces pays, longtemps dominés et exploités par leurs métropoles, sont sous-développés et doivent, vite, rattraper leur retard en réalisant des investissements structurels massifs dans l'éducation, la santé ou encore pour s'industrialiser. Dès 1964, la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, se tient à l'ONU pour trouver des solutions pour ces pays, réunis dans le groupe des 77, qui sont en train de s'endetter massivement pour financer leur développement. Autre problème majeur, si lors des conférences des non-alignés, la quatrième se tient à Alger en 73, ces pays affichent leur unité, dans les faits des dissensions profondes les opposent. La République populaire de Chine de Mao est progressivement mise à l'écart suite à l'invasion du Tibet en 1959, qui est contraire au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est défendu par les non-alignés. Ou encore le conflit entre le Pakistan et l'Inde autour de la région du Cachemire, qui s'enlise. Enfin, le non-alignement proclamé n'est pas si évident. La Yougoslavie de Tito et le Cuba de Castro sont communistes et plusieurs pays basculent progressivement dans un bloc. L'Égypte de Nasser se rapproche ainsi de l'URSS pour financer le barrage d'Assouan, quand le Shah d'Iran se rapproche des Occidentaux. Shah, c'est avec un S, hein. N'écrivez pas ça comme l'animal. Deuxième partie ici, qui va être bien plus longue, je m'en excuse par avance, sur l'émergence de nouveaux acteurs internationaux. On va essayer de comprendre comment justement ils émergent et puis quel rôle est-ce qu'ils vont jouer dans un monde bipolaire. Premier exemple, la Chine de Mao, qui est une puissance concurrente de l'URSS, mais qui va vite se retrouver isolée sur la scène internationale. Après la Seconde Guerre mondiale, une guerre civile éclate en Chine et les communistes l'emportent. Mao Zedong proclame donc le 1er octobre 1949 l'instauration de la République populaire de Chine. D'abord dans le bloc de l'Est, la Chine signe en 1950 un traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle avec l'URSS. La rupture est consommée peu après la mort de Staline. En cause, l'instauration de la coexistence pacifique et de la déstalinisation mise en place par Khrouchtchev, des politiques auxquelles Mao s'oppose. Le régime maoïste est en effet un régime communiste proche du stalinisme, avec une économie planifiée et un encadrement des masses par la terreur. Dans ce contexte, Mao développe un modèle concurrent à celui de l'URSS pour s'affirmer comme grande puissance. Il cherche d'abord à devenir leader du tiers-monde en envoyant son ministre Chou Enlai à Bandung en 1955. Néanmoins, la Chine se retrouve rapidement isolée sur la scène internationale et Mao lance alors de profondes réformes pour moderniser l'économie chinoise et assurer le développement de son pays. C'est dans ce cadre qu'il lance en 1958 le grand bond en avant,
pour dépasser l'Angleterre et rattraper les États-Unis. La production est réorganisée, on collectivise les terres et les biens pour industrialiser les campagnes. Cette politique entraîne une gigantesque famine faisant 45 millions de morts entre 59 et 61, ce qui entraîne une mise à l'écart temporaire de Mao. Il revient en 1966 avec la distribution du Petit Livre rouge qui est distribué à tous les Chinois et résume l'idéologie maoïste. C'est le début de la révolution culturelle. La mobilisation des masses, et en particulier la jeunesse et les étudiants, encadrés par les gardes rouges contre les bureaucrates, les intellectuels et les cadres du parti. Dans les faits, c'est une guerre idéologique contre tous les opposants à Mao et à son idéologie qui aboutit à la torture et la déportation de milliers de personnes envoyées en rééducation dans des camps qu'on appelle les laogai. En parallèle, les Chinois affirment leur puissance sur la scène internationale en lançant en 1964 leur première bombe atomique et, surtout, en se rapprochant des Américains au début des années 70. Cela leur permet d'intégrer l'ONU à la place de Taïwan en 1971 et d'accueillir le président américain Nixon en 1972. Mais leur puissance est encore fragile. La pauvreté est très présente, l'échec du grand bond en avant et la terreur instituée par la révolution culturelle ont désorganisé le pays. La Chine, qui se voulait leader du tiers-monde, a finalement une faible influence à l'international. Ils perdent leur combat aux côtés des communistes asiatiques face à l'URSS et aux Américains. Il n'y a finalement qu'en Afrique qui bénéficie encore d'une certaine influence. Deuxième point, les guerres d'Indochine et du Vietnam. La situation du Vietnam est symptomatique des tensions internationales de la guerre froide. À la fois guerre d'indépendance décoloniale, c'est aussi un conflit opposant les deux blocs. À partir de 1946, le Viet Minh de Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam et la guerre contre la France débute. Rapidement, le conflit s'élargit. Dès 1950, l'URSS et la Chine aident le Viet Minh, tandis que les États-Unis soutiennent financièrement la France. Leur refus d'appuyer militairement ces derniers entraîne une défaite cuisante à Dien Bien Phu en 1954 qui force les Français à signer les accords de Genève le 21 juillet. Désormais, le Cambodge et le Laos sont indépendants. Le Vietnam, lui, est coupé en deux. Le Nord-Vietnam est entre les mains des communistes, alors que le Sud reste aux mains des libéraux. Le Front national de libération du Sud-Vietnam, le Viet Cong, est créé en 1960 pour lutter contre la politique de Ngo Dinh Diem, inféodée aux États-Unis. L'échec politique et militaire de Diem, contre ces communistes du Sud, décide les Américains à intervenir militairement au Vietnam, en accord avec la théorie des dominos de Eisenhower en 1964. Le Nord est lourdement bombardé, tandis que les troupes américaines débarquent au Sud. Suite à l'offensive communiste du Tet de 1968 qui voit reculer les Américains, l'opinion publique se retourne contre la guerre qui s'étend au Cambodge, et dès l'année suivante, Nixon retire progressivement ses troupes. Il accepte finalement un cessez-le-feu en 1973 lors des accords de Paris, et finalement, les communistes vietnamiens parviennent à unifier sous leur houlette le Vietnam en 1975. Ce conflit symbolique de la guerre froide marque aussi la première défaite importante des Américains sur la scène internationale et entraîne un changement de stratégie. Désormais, et pour quelques années, les Américains s'appuient davantage sur leur soft power que sur leur hard power. Troisième point ici, le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit. Au Proche et au Moyen-Orient, de nouveaux États ont fait leur apparition avec la décolonisation et certains deviennent des leaders du tiers-monde. Entre conflits décoloniaux, guerre froide et tensions religieuses, la région devient une véritable poudrière. En 1952, Gamal Abdel Nasser prend le pouvoir en Égypte. Voulant se libérer du joug des puissances étrangères sur l'Égypte et trouver de nouvelles ressources pour faire de son pays une puissance, il décide de nationaliser le canal de Suez le 26 juillet 1956, à la stupeur des Britanniques et des Français qui possédaient encore le canal et sa gestion. Les deux puissances s'allient alors à Israël, en secret, ennemi déclaré de l'Égypte depuis sa guerre d'indépendance, et l'opération Mousquetaire est lancée le 5 novembre. Les Occidentaux sont parachutés tandis qu'Israël envahit le Sinaï. En réaction, Nasser ferme le canal de Suez, ce qui détourne le commerce mondial par le cap de Bonne-Espérance. Les deux grands, opposés à la colonisation, font pression sur la France et le Royaume-Uni en adoptant notamment des sanctions économiques qui font chuter la livre sterling et forcent les deux puissances coloniales à reconnaître leur défaite. C'est une grande victoire pour Nasser et le monde arabe.
Très impliqué aux côtés des autres pays du tiers-monde, Nasser défend aussi l'unité des Arabes, qu'il appelle le panarabisme, pour qu'ils puissent s'affirmer face aux deux grands. Il fonde ainsi, en 1958, la République arabe unie, une union entre l'Égypte et la Syrie, mais son rêve ne dure pas et la RAU prend fin dès 1961. L'aura de Nasser sur le monde arabe prend un coup final en 1967 avec la lourde défaite du monde arabe pendant la guerre des 6 jours face à Israël. Après une escalade des tensions à la frontière israélo-égyptienne, Israël attaque les pays voisins, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et l'Irak, le 5 juin et détruit l'intégralité de l'aviation égyptienne dès le premier jour. En 6 jours, Israël enfonce les lignes ennemies et prend le contrôle de nouveaux territoires. La bande de Gaza, Jérusalem-Est, la Cisjordanie et le plateau du Golan sont désormais israéliens. C'est la grande défaite arabe, la Nakba. Fin août, les pays arabes se réunissent à Khartoum et prononcent leur triple refus. Refus de toute négociation avec Israël, refus de toute reconnaissance de cet État et refus de toute négociation avec lui. L'ONU se réunit aussi en urgence et adopte la résolution 242 qui exige l'évacuation du territoire occupé, le retour aux frontières de 1947, qui n'avait jamais été appliqué, et la fin de la colonisation, un texte jamais accepté ni appliqué par Israël. La guerre du Kippour de 1973 déclenchée par l'Égypte et la Syrie contre Israël échoue à nouveau et l'Égypte reconnaît finalement l'État israélien en 1977. Une trahison pour la Ligue arabe qui signe la fin du panarabisme. Désormais, ce ne sont plus les États arabes qui apparaissent comme une solution pour les Palestiniens, mais l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, fondée en 1964, ainsi que des groupes terroristes. L'idéologie nassérienne qui voyait les Arabes, l'Afrique et les musulmans réussir à former un nouveau pôle dans la guerre froide n'a pas abouti et le Proche et le Moyen-Orient n'a pas réussi à s'affranchir des grandes puissances pour se développer. Ces nouveaux pays ont trop besoin du soutien diplomatique et économique surtout des deux grands et ils retombent rapidement dans une logique de guerre froide. Dernière partie, on va voir comment l'année 1968 marque en fait une volonté de rupture des différentes sociétés. Cette année-là, en effet, la contestation gagne les deux blocs. Côté occidental, la protestation contre la guerre du Vietnam devient massive. Les manifestations sont organisées aux États-Unis comme en Europe. Les étudiants en particulier dénoncent l'impérialisme américain et les restes d'une logique coloniale, ainsi qu'un modèle de société qui n'est plus le leur. Ils défilent par centaines de milliers dans les rues de Washington, à Paris ou même à Tokyo. Des événements culturels d'ampleur comme le festival de Woodstock l'année suivante se font le relais de ces revendications. Enfin, aux États-Unis, la lutte contre la ségrégation fragmente la société américaine. Si les Noirs obtiennent le droit de vote en 1965, les violences contre les militants des droits civiques sont toujours plus nombreuses et Martin Luther King est assassiné en avril 1968. Côté soviétique, si on dénonce aussi l'impérialisme américain contre le Vietnam dans une pure logique de guerre froide, les dissensions internes majeures font leur apparition. En Pologne, les étudiants réclament plus de liberté en mars. Le mois suivant, en Tchécoslovaquie, Alexander Dubček prône l'instauration d'un socialisme à visage humain. Soutenu massivement dans son pays, le printemps de Prague est lourdement réprimé par l'URSS qui envoie les troupes du pacte de Varsovie rétablir l'ordre le 20 août 1968. Les libertés et les réformes mises en œuvre sont annulées, et Brejnev décrète une nouvelle doctrine, celle de la souveraineté limitée. Désormais, les pays du pacte de Varsovie, les alliés de l'URSS, pourront adopter des réformes mais seulement si elles sont limitées et approuvées par Moscou. Plusieurs pays communistes critiquent alors Moscou, comme la Yougoslavie de Tito et l'Albanie, qui rompt son alliance avec l'URSS. De 1947 à 1975, l'affrontement entre les deux grands a gagné tous les terrains et failli dégénérer à plusieurs reprises en un conflit ouvert direct. Néanmoins, la limite ne fut jamais franchie et le dialogue a été toujours établi après chaque crise majeure, permettant d'abord une coexistence pacifique, puis une politique de détente dans les années 70. Ces années marquent aussi le délitement progressif des empires coloniaux et l'apparition de nouveaux acteurs sur la scène internationale. La Chine d'abord, qui tente d'imposer son propre modèle, le tiers-monde ensuite, qui cherche une troisième voie dans un monde bipolaire, et le Moyen-Orient, riche en ressources, qui ne parvient pas à s'imposer en raison de conflits régionaux se multipliant et s'aggravant sans cesse. Ces tensions et ces recompositions géopolitiques touchent la France de plein fouet. En pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, elle doit faire face à la décolonisation et cherche à réaffirmer sa puissance dans un monde aux équilibres bouleversés. Et ça, c'est la suite du cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt du coup pour parler
de la France, de la guerre d'Algérie et de mai 68 chez nous. À très bientôt en classe!